Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à 23 heures pile sur CNews. Les débats de Soir Info Week-end se poursuivent avec de nouveaux invités sur ce plateau. Nous accueillons Yves Durand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Conseil national de territoire de progrès. Nous accueillons également Nicolas Dainville, bonsoir. Bonsoir. Maire Les Républicains de La Verrière dans les Yvelines. William Tay est là. Bonsoir. Président du think tank Le Millénaire et à vos côtés David Guiraud. Bonsoir. Bonsoir David Guiraud, porte-parole jeunesse de la France insoumise. On commence avec cette situation épidémique critique en France. Certains élèves ne reprendront pas le chemin de l'école demain lundi puisque la France traverse un nouvel épisode compliqué, de plus en plus de classes fermes, conséquence du renforcement du protocole en milieu scolaire dans les 19 départements soumis à des restrictions. Désormais, un seul cas positif dans une classe entraîne sa fermeture pour 7 jours. Exemple d'une situation très dégradée, celle du lycée Eugène Delacroix de Drancy. Sur 115 classes, 22 seront donc fermées à partir de demain, soit presque 20%. Une situation préoccupante sur laquelle le recteur de l'Académie de Créteil est revenu sur notre antenne tout à l'heure. Écoutez. Le meilleur endroit où on est protégé, c'est l'école. Il ne faudrait absolument pas croire que quand un adolescent de 15-16 ans est en dehors de l'établissement, il continue à respecter automatiquement les gestes barrières, il ne croise personne, il ne se réunit pas avec les copains. L'établissement scolaire, c'est aujourd'hui le lieu où on continue d'apprendre, on continue de faire du sport, on continue d'avoir une vie sociale, et tout ça dans le respect d'un protocole sanitaire mis en place par l'Éducation nationale. David Guiraud, est-ce que, comme le dit le recteur de l'Académie de Créteil, l'école est encore un lieu sûr ? Non, visiblement, il n'y a pas de problème. Donc ça va en fait, on peut rentrer chez soi, on peut aller à l'école. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Il y a plein de professeurs en ce moment qui exercent leur droit de retrait parce qu'il y a de la contamination. Mais surtout là-dedans, c'est pas ça le plus grave, c'est qu'on a encore des professeurs qui continuent malgré le risque, c'est-à-dire le risque de s'infecter eux, malgré le risque pour les enfants, malgré le risque pour leur famille. Parce que effectivement, les enfants ont peut-être moins de risques, mais enfin, les personnes âgées derrière, il y en a. Les proches des enseignants, il y en a aussi. Continuent d'aller enseigner pour nos enfants. Donc on leur doit un peu de respect. Avec des masques, avec une distanciation sociale qu'on respecte dans les classes. Mais le problème, c'est que ça fait des mois que les enseignants disent que le protocole n'est pas vraiment très bon, qu'on pourrait dédoubler les classes plus souvent. Nous, on a essayé d'être utile. La France Insoumise, je me souviens, Jean-Luc Mélenchon, mais c'était il y a longtemps, c'était en 2020 déjà. On proposait de recruter massivement notamment des étudiants pour pouvoir dédoubler les classes. Voilà, pour qu'il y ait beaucoup moins de gens au mètre carré. C'était une proposition, on peut en faire d'autres. Et vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation, par contre, où les enseignants, lanceurs d'alerte, n'ont jamais été écoutés par leur hiérarchie et qu'on a un ministre de l'Éducation qui est complètement déconnecté de la vie réelle. Monsieur Blanquer, à part parler sur l'islamo-gauchisme, ne gère plus son administration. Or, le boulot d'un ministre, c'est quand même de gérer son administration. Il ne le fait pas. Jean-Michel Blanquer dit que l'école doit fermer en dernier. La fermeture des classes, mais malheureusement, c'est déjà le signe qu'on arrive un peu au bout du bout. Moi, je partage. Pendant le premier confinement, on a vu une explosion des inégalités sociales parmi nos élèves, parmi nos plus jeunes, ceux qui avaient les parents, qui avaient la chance de pouvoir être derrière eux, ceux qui malheureusement voyaient les inégalités scolaires augmenter parce que les parents étaient souvent dépassés. Donc il faut effectivement que l'école, et moi je milite pour qu'elle reste au maximum ouverte en tenant compte bien sûr de la situation sanitaire de nos enseignants, mais c'est effectivement un lieu qu'il faut fermer en dernier recours, même si la situation sanitaire est grave dans nos écoles, que ce soit à La Verrière, là où je suis maire, ou sur le canton de Trappes, là où je suis élu. Il y a aussi effectivement des classes qui vont fermer, avec un protocole scolaire et sanitaire qui est très strict, voire parfois tellement strict qu'il est extrêmement complexe à tenir pour les enseignants, pour les directeurs. Donc on s'adapte, on fait au maximum, mais moi je suis effectivement pour maintenir les écoles au maximum ouvertes tant qu'on le peut. Parce que derrière, on le sait évidemment, s'il faut garder les enfants à la maison, c'est les parents qui sont empêchés de travailler. Bien sûr. Aussi, Yves Durand. Oui, il y a ce problème effectivement des parents, mais si on veut être sérieux, il y a surtout le problème des enfants. La fermeture des écoles, la non-scolarisation des enfants, et notamment dans les écoles primaires, là où on apprend les bases, les fondamentaux, ce serait une catastrophe. Et le fait qu'on ait à tout prix essayé de ne pas les fermer et que ce soit vraiment le dernier recours, c'est une bonne chose quand on a d'abord la préoccupation des enfants. C'est un peu différent en ce qui concerne les collèges et les lycées, parce que là, les élèves sont plus grands, ce sont des adolescents. Très souvent, ils se regroupent d'ailleurs à la sortie des lycées et des collèges, et c'est là qu'effectivement, il peut y avoir des contacts et des contaminations. Et donc,
la préoccupation qui est celle de faire des classes alternées par demi-groupe, avec d'ailleurs sous la responsabilité des enseignants et des chefs d'établissement qui font un travail absolument remarquable en liaison avec leur administration et le ministère. Là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut envisager. Mais surtout, pensons à l'échec scolaire et au creusement des inégalités qui toucherait d'ailleurs les enfants les plus en difficulté, que serait un arrêt de l'école en dehors du problème des parents qui est réel. Et je répète, pensons d'abord aux enfants et à leur avenir. Je partage. Emmanuel Macron se félicite aujourd'hui dans le JDD, encore une fois, de ne pas avoir confiné, en disant que c'était une bonne solution. Mais finalement, fermer les écoles ou confiner, c'est presque la même chose pour beaucoup de familles touchées dans ces départements les plus concernés. Mais bien sûr, c'est pour ça que il a raison quand il ne voulait pas confiner. Globalement, on peut le féliciter d'avoir retardé le confinement jusqu'au bout. Là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que les écoles, il faut qu'elles restent ouvertes le plus vite possible, le plus longtemps possible, parce que si on ferme une école, globalement, vous l'avez dit, c'est qu'on va donner du retard encore plus à une génération qui est sacrifiée. Globalement, on a une génération qui arrive dans l'enseignement supérieur ou qui va arriver sur le marché du travail qui est sacrifiée parce que leurs diplômes vaudront moins que celles de leurs aînés, globalement parce qu'ils n'auront pas eu les mêmes stages, etc. Et vous l'avez dit, l'école primaire aussi, c'est l'école la plus importante parce que c'est là où se creusent les inégalités sociales. On a parlé beaucoup du vaccin et du déclin français en matière scientifique, mais notre retard vient principalement du primaire et du secondaire. C'est là où globalement les élèves prennent du retard et c'est pour ça que la France a globalement du mal dans les classements PISA. Donc il faut pousser au maximum, il faut soutenir les enseignants, il faut soutenir les écoles, renforcer le plus possible. Je pense qu'on ne doit pas fermer les écoles. Éventuellement, on pourrait prendre une proposition qui a été faite par Valérie Pécresse qui est d'avancer les vacances scolaires pour diminuer la charge des hôpitaux, je crois qu'elle a proposé d'avancer à la semaine prochaine. C'est une bonne mesure, mais que globalement, les écoles, si une école est fermée, ça veut dire qu'on a confinement automatique et que les parents sont bloqués, les enfants sont perdus et toute la génération française est sacrifiée. On va écouter Dr Jérôme Marty, qui n'a pas tout à fait le même avis que vous. Tout le monde aurait voulu éviter la fermeture des écoles et en ce sens, avec l'association du côté de la science, on avait donné un guideline en quelque sorte au mois de juillet de ce qu'il fallait mettre en place pour éviter précisément de fermer ces écoles. Tout n'a pas été mis en place. On sait que le virus, malheureusement, circule dans les écoles, quoi qu'en dise le ministre de l'Éducation nationale. Comme tout n'a pas été mis en place et que nous sommes très hauts avec une tension de nos services de réanimation, il est probable que malheureusement, il va falloir amener à fermer les écoles, oui. Ce qu'on comprend du point de vue des médecins, c'est qu'effectivement, il vaut mieux confiner. Parce que c'est ce qui évite d'arriver à des situations. Oui, mais les médecins, si on reprend leur raisonnement, ils disaient qu'il fallait confiner en janvier. On n'a pas eu à confiner et globalement, il n'y a pas eu des morts sur les routes, il n'y a pas eu des morts dans tous les hôpitaux. On n'a pas eu à le faire ou alors c'était une erreur de ne pas le faire. Oui, mais pourtant, en janvier, le conseil scientifique et tous les médecins disaient qu'il faut absolument confiner, sinon ça sera un drame complet à l'hôpital. En novembre dernier, ils nous ont dit qu'il faut absolument confiner, sinon ça va être un drame. Les mesures de de couvre-feu, ont suffi globalement à limiter la propagation de l'épidémie. Je pense, et nous le pensons dans notre équipe, c'est qu'il y a une dictature sanitaire qui est menée par des scientifiques qui font une pression sur le pouvoir politique pour forcer le politique à globalement prendre des mesures qui sont très favorables aux scientifiques et aux médecins pour soulager l'hôpital, mais pas dans l'intérêt général et pour les Français en prenant en compte. Début d'année 2021, on a vu le président de la République prendre ses distances avec justement ces experts scientifiques. Il a eu raison parce qu'en fait, le politique ne doit pas gérer uniquement l'intérêt des scientifiques et des médecins, il doit prendre en compte l'intérêt général en prenant en compte les questions économiques, sociales, psychologiques, la question des enfants et des parents. Alors, tout le monde veut réagir. Alors, chacun votre tour. Oui, non, mais j'entendais le médecin tout à l'heure. Les médecins et les scientifiques sont dans leur rôle. Ils sont dans le rôle de lanceurs d'alerte. Ils signent aujourd'hui une tribune dans le JDD pour dire la situation est catastrophique. De pointer le danger sanitaire qui est réel. Nous sommes dans une crise sanitaire réelle. On va regarder les courbes d'ailleurs. On a les courbes qui représentent les hospitalisations en réanimation. Mais c'est effectivement le rôle. Et puis il y a les autres préoccupations, qui sont les préoccupations économiques, qui sont les préoccupations psychologiques. On voit le nombre de suicides chez les jeunes, par exemple, qui augmente. Les préoccupations universitaires, les préoccupations, on vient de le voir, on vient de le dire, pratiquement tous, à part un, les préoccupations scolaires. Sauf qu'en attendant, regardez, on arrive au pic, pratiquement au deuxième pic de la deuxième vague. Le rôle du politique, c'est de trouver l'équilibre entre ces préoccupations qui sont quelquefois contradictoires, mais qu'il faut gérer. Voilà. Effectivement, peut-être juste pour compléter, le politique, il tient compte de différentes variables. Il y a la variable sanitaire, la variable médicale, il faut en tenir compte, mais pas que. La France, ça devient une cocotte minute, la soupape, elle va exploser. Sur le terrain, ça se ressent. Au niveau économique, des chefs d'entreprise
qui sont au bord de la dépression, les suicides chez les jeunes, et c'est une réalité malheureusement qu'on peut vivre aussi chacun dans notre entourage. Donc toutes ces variables-là, il faut bien sûr en tenir compte. On parle souvent du monde d'après, du monde d'avant. Maintenant, il faut vivre avec les gestes barrières, avec l'ensemble des protocoles sanitaires, mais ne pas continuer à bloquer toute l'économie. Sinon, on ne va pas s'en sortir et qu'on mette le paquet sur la vaccination. C'est comme ça qu'on s'en sortira. Quand on regarde les chiffres, puisque vous parliez de chiffres, par exemple des États-Unis ou d'Israël, l'intensité de vaccination est 4 fois plus importante que la nôtre. Il faudrait vraiment qu'on mette le paquet là-dessus. Ouais, moi je trouve ça très insultant de parler de dictature sanitaire, en plus en faisant poser la faute sur les soignants et les personnels de la santé qui en ce moment ne font pas autre chose que galérer. Bah non, mais je trouve ça insultant. C'est pas ce qu'il se dit, mais c'est bien d'être caricatural. Maintenant, messieurs, moi je veux bien qu'on parle de mesures d'école. Je n'ai pas entendu dans vos trois bouches pas une seule mesure politique proposée. Quand je vous parle des écoles, moi, vous savez, à la France Insoumise, notre position c'est de rouvrir la plupart des secteurs de la société, mais pas comme ça. Enfin, je veux dire, ça demande de la préparation. Les enseignants, ça fait des mois qu'ils alertent sur leurs conditions de travail, d'accord ? Des mois. Donc on leur doit un peu de respect. S'ils se mettent en retrait, ils ne le font pas pour se faire plaisir. Non, mais ils ne le font pas pour partir à Punta Cana, d'accord ? Ils le font parce qu'ils sont en danger, d'accord ? Il y a aussi des enseignants dans ce pays qui peuvent avoir des maladies, qui peuvent avoir des circonstances aggravantes. Énormément de personnes en France se sont en danger, pas que les enseignants. Donc, en ce moment, tout le monde est le rôle des politiques, c'est pas de faire du blabla, mais de proposer des choses. C'est un peu ce que vous faites de temps en temps. Alors, d'accord, écoutez, répondez à ça. Alors, on a proposé le doublement. On a proposé le doublement. Le dédoublement des classes, parce qu'effectivement, là où c'est tendu, il va falloir dédoubler. On a proposé pour ce faire de se donner des moyens, c'est-à-dire de recruter notamment des jeunes qui avaient la disponibilité en les payant décemment, parce que ce n'est pas du travail gratuit qu'on leur fait faire. Ça fait depuis 2017 qu'on parle de recruter 60 000 postes dans l'éducation nationale. Il y a une raison à ça, c'est que ça fait des années que l'école publique et que l'école nationale est délabrée. Enfin bref, voilà, ça c'est des propositions politiques qu'on fait quand on est responsable. Moi je veux bien accumuler des éléments de langage, mais il y a un moment, il faut se rendre utile aux gens. Parce que faire du blabla, c'est pas utile. Il faut aussi répondre à l'urgence. Évidemment. Là, vous avez une vision, je dirais, sur plusieurs années. Une vision de moyen terme. Non, le dédoublement des Là, on est dans une situation sanitaire d'urgence. Le protocole sanitaire, moi en tant que maire, il est quasiment ingérable. C'est-à-dire qu'on a beau protéger, surprotéger, essayer de mettre en place des critères pour protéger l'ensemble de nos concitoyens, il est déjà difficilement applicable, concrètement. Donc voilà, il faut qu'on avance. Vous êtes pour laisser filer l'épidémie, quoi ? Non, vous n'avez pas une proposition ? Pas du tout. Mais qu'on ne parle pas de propositions qui auront un impact sur le moyen terme, qu'on réagisse là, parce que l'urgence, elle est maintenant. Mais on ne va pas rester notre vie... Enfin, je veux dire, on ne va pas rester toute notre vie. Ça fait 1 an que ça dure, cette histoire. La première non, mais nous, la proposition de moyen terme, la vaccination. On l'a fait il y a 6 mois. Sauf que sur la vaccination, les doses semblent ça, c'est un échec européen et français. Mais quand on voit, par exemple, 50 ans en Yvelines, je ne sais pas si vous connaissez, tout près de Paris, vaccinodrome. Aujourd'hui, là, ce week-end, 4000 personnes vaccinées, avec une puissance de vaccination assez extraordinaire, une organisation sans politique hors pair, avec l'ARS, pour une fois, ça s'est plutôt bien passé, la communauté d'agglomération, tous les bénévoles. Et les équipes de CNews y étaient hier. Exactement. On a passé un reportage ici. Bref, c'est en vaccinant qu'on va s'en sortir, qu'on verra le bout du tunnel. Cette histoire. Ce sont les enseignants eux-mêmes qui ont demandé, et ils ont raison parce qu'ils sont responsables, j'ai été enseignant, ils sont responsables de ne pas fermer, je parle des écoles, notamment des écoles primaires, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est là que tout se joue. C'est eux qui ont demandé effectivement à ce qu'on confine, on ferme en dernier recours. Et il est normal, par ailleurs, qu'ils soient considérés comme des personnels de premier rang, si je puis dire. Premier de cordée, on avait dit, ou premier de corvée, pour certains ont employé cette expression, de premier rang par rapport à la maladie. Et effectivement, le fait qu'on annonce, et il faudrait que ça se fasse le plus vite possible, qu'il y ait une vaccination des enseignants en priorité pour les protéger, ça c'est une bonne chose, ça c'est une proposition, non seulement c'est une proposition, mais c'est une réalité. Mais la fermeture des écoles, je le répète, ce serait une catastrophe et il faut l'éviter à tout prix. Quand vous
Vous parliez des vaccins. On va évoquer cette pénurie de vaccins qui pose problème à de nombreux maires régulièrement sur ces plateaux. Ils nous disent qu'on est obligé de décommander parce qu'on a des gens qui ont pris rendez-vous, mais on n'a pas les doses. La machine n'est donc pas totalement encore bien huilée. Un exemple, le centre hospitalier de Somain, dans les Hauts-de-France, a été contraint d'annuler 330 rendez-vous. La direction a été prévenue ce jeudi par l'ARS que seules 101 doses seraient livrées sur les 432 attendues. Du coup, le député du Nord et le maire de Somain ont adressé un courrier au président de la République pour dénoncer cette situation. On va écouter le député PCF du Nord. 70 ans, devait se faire vacciner contre la Covid ce week-end. Elle attendait ce moment avec impatience. Pourtant, elle va devoir encore attendre. Hier, je reçois un coup de fil comme quoi tout est annulé parce que les vaccins sont partis ailleurs. Donc, bien déçu quand même. Et au total, dans ce centre, 330 rendez-vous ont été annulés ce week-end. La direction a été prévenue jeudi que seules 102 doses seraient livrées sur les 432 attendues. Une situation que dénoncent les élus. C'est inadmissible. Les gens qui ont pris rendez-vous ici, c'est déjà le parcours du combattant. Ils sont heureux de pouvoir se faire vacciner. Ils disent enfin on va pouvoir embrasser nos petits-enfants. Enfin on va pouvoir vivre. Et là, stop, on dit non, vous ne pouvez plus le faire. Quand le président de la République dit matin, midi et soir, c'est complètement faux. Et ça, on ne peut pas le tolérer parce que chaque être humain est important et compte et sa vie compte plus que tout le monde. Une situation qui est incompréhensible ici à Somain, alors que l'Agence régionale de santé a annoncé 38 000 doses supplémentaires ce week-end pour les Hauts-de-France. Voilà, donc à 50 ans en Yvelines, ça va plutôt mieux, nous dites-vous. Vous avez les doses. Oui, parce qu'on a aussi une infrastructure assez extraordinaire, donc le Vélodrome national, qui servira pour les Jeux Olympiques à venir en 2024, qui permet effectivement des distanciations extrêmement bien respectées. Et puis on a eu une volonté politique avec le président de l'agglomération qui très rapidement a voulu utiliser ce lieu pour en faire un vaccinodrome en s'appuyant sur ce qui se faisait notamment aux États-Unis ou dans d'autres pays. Et donc, après, faire le lieu, ok, mais si on n'a pas les doses, en lien avec l'ARS, rien de cause à effet non plus. C'est pas parce qu'on a un beau lieu pour vacciner qu'on a les doses. Donc il y a eu l'ARS qui a été aussi mis dans la boucle. Et l'ensemble des bénévoles, l'ensemble des agents de la communauté d'agglomération qui consacrent du temps, qui se réadaptent avec des activités moindres dans leur activité quotidienne et qui consacrent du temps pour vacciner et puis le milieu professionnel de santé. Vous faites partie des chanceux. Malheureusement, on entend plein d'autres témoignages qui disent que les doses ne sont pas là. Écoutez, en tout cas en Seine-Saint-Denis, c'est le cas. Parce qu'en fait, moi je comprends une stratégie sanitaire où on dit qu'il faut vacciner les personnes âgées parce que c'est les personnes les plus à risque. D'accord, il y a des personnes fragiles, il faut les vacciner. Ok, mais il y a aussi des territoires fragiles. Moi, j'habite en Seine-Saint-Denis. On est les plus contaminés de France, si je ne me trompe pas. Et on est parmi les moins vaccinés. Donc, il y a un moment où on demande aussi à prendre en compte la réalité de chaque territoire. Et aujourd'hui, il y a une demande assez urgente en Seine-Saint-Denis, que ce soit dans les écoles pour les professeurs, pour les enfants, pour à peu près tout le monde, à lâcher les vannes. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on manque de vaccins. On manque de vaccins parce qu'on a un gouvernement qui a assumé. Il l'a dit au début de la campagne de vaccination, on ne va pas aller vite, on va prendre notre temps. Voilà. En fait, on se rend compte que c'est une course contre la montre, donc il y a des ordres, des contre-ordres, et les gens ne s'y retrouvent plus. Et derrière, on a eu l'Union européenne. On annonce l'arrivée de 3 millions de doses pour la semaine. Oui, on en a aussi donné 20 millions aux Anglais. L'Union européenne, 20 millions de doses aux Anglais, ils ont rendu zéro. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi se poser la question de l'efficacité de l'Union européenne. On a exporté 70 millions de doses à l'étranger. Pourquoi faire ? Enfin, vous voyez, il y a des choses quand même, au bout d'un moment, il faut se demander qui prend ces décisions-là. Parce que les parlementaires européens, notamment sur les contrats, n'ont même pas accès aux contrats, tout est biffé, ils n'ont aucune information sur le prix, sur le coût, sur les montants. Il n'y a pas de délibération démocratique, il y a un conseil de défense qui décide. Le plus important, c'est pas d'avoir les dossiers, on avait les doses, on se moquerait peut-être de savoir ce qu'il y a dans les contrats. Non, on s'intéresse aux contrats aujourd'hui. Mais vous savez pourquoi on les a pas ? Parce que mais l'Union européenne a fait une commande groupée. Leur premier intérêt, c'était pas de se demander comment on fait pour que les gens aient le plus de doses, mais comment on paye le moins possible. Donc au bout d'un moment, quand vous êtes gouverné par des crevards, vous vous retrouvez avec le nombre de doses que vous méritez en tant que crevard. Et ça, c'est terrible. Alors moi, je partage globalement ce que vous venez de dire. Israël a acheté ces doses extrêmement chères, mais ça leur permet aujourd'hui de sortir de la crise très très rapidement. Et c'est vrai que cette question des doses... Ils ont aussi fermé la frontière plus drastiquement. Bien sûr, mais nous, par idéologie, on a refusé à le faire. Donc effectivement. Mais je pense... effectivement que c'est l'échec de l'Union européenne sur cette question et ça, il faudra qu'on trouve des solutions pour y remédier plus tard. Bonne décision de l'Union européenne de faire des commandes groupées, de faire que ce soit l'Europe qui effectivement décide, mauvaise application, c'est clair. Il y a eu un cafouillage considérable par rapport à l'Europe et il faudrait que l'Europe, et moi j'en tire cette conclusion,
non pas que ça soit moins d'Europe qui soit devant nous, mais au contraire plus d'Europe, qu'elle ait une puissance politique telle qu'elle puisse taper du poing sur la table quand il le faut, notamment, ça a été le cas avec le laboratoire AstraZeneca, qui n'a pas respecté ses engagements et qui doit maintenant les respecter. Et c'est vrai que l'Europe a pris du retard dans le fait de dire, de prendre des mesures de rétorsion par rapport à un laboratoire qui a été plus que douteux dans la manière de procéder. Que ça soit bien clair. Donc, effectivement, maintenant, il faut que l'Europe prenne des dispositions qui permettent d'avoir les vaccins pour lesquels l'Europe a pris des engagements, et des engagements financiers, même si effectivement elle a joué le fait d'acheter moins cher que certains pays comme Israël. Mais Israël a d'autres, d'autres possibilités. Puis ils ne sont que 4 millions quand même, c'est un peu différent. On parle de la campagne de vaccination qui se poursuit, mais dans le même temps, la situation s'aggrave en France. On regarde les courbes des hospitalisations en réanimation, précisément en Ile-de-France. Vous en parliez, David Guiraud. Vous voyez, actuellement 1465, ça veut dire qu'on a dépassé le pic de 1136 de la deuxième vague. Et c'est pour ça que des médecins lancent un ultime cri d'alerte dans le journal du dimanche. Ils sont 41 à publier aujourd'hui une tribune pour dénoncer ce que l'urgence les oblige à faire, le tri des patients. Aussi effrayante soit-elle, cette pratique fait partie évidemment de la médecine, mais les signataires alertent car ils redoutent de devoir le faire plus systématiquement. Écoutez le professeur Alexandre Mignon de l'hôpital Bichat. C'est parfaitement insupportable pour un soignant d'avoir à faire des choix. Je voudrais vous dire que, évidemment, depuis plusieurs jours, nous voyons arriver une augmentation du nombre de cas, d'arrivées aux urgences, de cas en réanimation. Nous avons été obligés de déprogrammer. Et puis, qu'est-ce que c'est un tri de malades ? On l'espère qu'on n'arrivera jamais là, mais c'est des images que vous avez vues dans certains pays. En Italie, avec des gens qui étaient sur les parkings des hôpitaux avec de l'oxygène. Et puis, à un moment donné, l'idée de faire et de passer dans ce qu'on appelle une médecine de catastrophe, c'est-à-dire celle qu'on peut avoir lorsqu'il y a la guerre ou lorsqu'il y a des attentats, où on décide, pour certains, de donner un peu d'oxygène, voire de la morphine, pour supprimer des douleurs, et puis de ne pas prendre en charge de manière optimale, avec une baisse de la qualité des soins, une baisse de l'accès aux soins. Une médecine de guerre, et dans cette tribune, les médecins disent qu'ils n'ont jamais connu cette situation, même dans les années d'attentats. C'est un dernier cri d'alarme, c'est terrible. Oui, c'est peut-être très alarmiste, mais si on prend les courbes, on voit que la courbe est moins importante que lors du premier confinement, à minima. Donc il faut relativiser, on est souvent dans la culture de l'émotion, dans l'instant. On parlait tout à l'heure des... On est aussi un an après, ça veut dire qu'on aurait pu améliorer la situation, on est quand même au-dessus du pic de la deuxième vague, ce qui est quand même déplorable. Mais le plus important, c'est la question de la vaccination. Je vais prendre un chiffre pour illustrer ça. Si on prend le nombre de morts par habitant, aujourd'hui la France a plus de morts par million d'habitants que les États-Unis, alors que Trump avait laissé ouvert le pays pendant un an. Donc la question, c'est sur la question de la vaccination. Et pourquoi est-ce que sur la vaccination, on a du retard ? Parce que globalement, le retard qu'on a pris sur la vaccination marque notre déclin scientifique. On peut acheter tout ce qu'on veut, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à produire sur le territoire français. Parce que la France et l'Union européenne sont devenus dépendants des autres pays du monde, comme les États-Unis, l'Inde et la Chine. Pourquoi est-ce que la France n'a pas son propre vaccin ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à produire des propres doses sur le territoire de l'Union européenne ? Parce que globalement, on n'a pas du tout notre savoir-faire, notre compétence, et surtout parce que notre pays est beaucoup moins attractif pour les scientifiques et en termes de production. On a globalement, vous avez parlé de ça, mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Depuis les années 80, la France s'est complètement socialisée, voire communisée. On a perdu à tous les niveaux. Les dépenses publiques ont augmenté, les impôts ont augmenté. Donc mettez-vous à la place d'un chercheur. Globalement, c'est des statistiques de toutes les grandes écoles qui le montrent. Aujourd'hui, ce qu'on perd, c'est pas les petits diplômés, c'est les grands diplômés. Ils partent à l'étranger et globalement, pour caricaturer, on exporte nos bacs plus 5 et nos bacs plus 7 et on importe des bacs moins 5 et des bacs moins 7. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on a du retard sur la vaccination et on est en déclin scientifique. Le fameux communisme de Sanofi, entreprise bien connue, qui tranche les têtes des patrons. Je veux dire, faut arrêter le délire à un moment. Sanofi, c'est une entreprise qui n'est pas capitaliste. Et parce que, mais vous parce savez, que, cette entreprise, c'est justement la logique capitaliste qui l'a fait délocaliser. Ils étaient 28 000 chercheurs il y a quelques années. Là, on est 22 000, bientôt 15 000. Vous ne répondez pas à la question. Pourquoi ils sont partis ? Pourquoi ils sont partis ? Pour se faire de l'argent, monsieur, parce qu'ils ont abandonné des recherches. Donc pourquoi ? Parce que c'était trop cher en France. C'est trop cher en France. C'était pas trop cher en France. C'est juste qu'il y a des choses, vous savez, la logique aujourd'hui de Sanofi. Pourtant, produire en France, c'est quelque chose qui aurait pu. C'est un argument qui résonnait. J'ai pensé que vous seriez d'accord avec les premiers propos de William Tay. Mais moi, je suis pour qu'on produise en France. Mais regardez, ils ont délocalisé la production de notre paracétamol. Vous savez, c'est ce qui fait le Doliprane. Pourquoi on l'a laissé partir en Chine ? Parce que le coût de production en France est supérieur au remboursement par la sécurité sociale. D'accord, mais si vous voulez, allez, on fait tout fabriquer par des
gamins ou des esclaves, si vous voulez, il n'y a pas de problème. On fait tout baisser par le bas, on nivelle tout par le bas. À partir du moment nous sommes une grande... Attendez, écoutez-vous, messieurs. Globalement, qu'on puisse produire moins cher en France pour que les entreprises restent en France. Si globalement vous mettez un coût du travail à 150 € par heure et qu'il reste produire et que vous ne vendez jamais votre produit, vous êtes payé combien à l'heure, vous? Moi, je suis payé 7 €. Voilà. Écoutez, on va vous mettre au même salaire qu'un travailleur indien et puis on va vous reprendre dans 2 ans. On ne peut pas dénier quand même qu'il y a une fuite des cerveaux. En France, il y a 2 personnes qui partent chaque jour de France depuis 30 ans pour des raisons fiscales. C'est un chiffre officiel du ministère de l'économie. 2 personnes qui chaque jour partent de France pour des raisons fiscales. Sans parler ceux qui partent pour des raisons d'attractivité. Dans l'industrie des vaccins. Vous les regarderez, il y a les chiffres du ministère de l'économie. Il est urgent. Et la fuite des cerveaux. Donc on est effectivement un pays qui malheureusement s'appauvrit parce qu'on fait fuir nos cerveaux. C'était l'origine du crédit impôt recherche, de maintenir, c'est une très très bonne mesure pour essayer d'être attractif, et de maintenir coûte que coûte sur ce crédit impôt recherche. C'est une blague ou quoi? Certains de nos chercheurs. Et vous savez à quoi sert le crédit impôt recherche? Si je peux me permettre, j'ai voté le crédit impôt recherche quand j'étais parlementaire. Et je m'en félicite. Mais ce crédit impôt recherche qui doit normalement permettre aux entreprises de développer la recherche, et notamment la recherche-développement, qui est la plus importante justement pour l'industrie pharmaceutique, par exemple. On le donne. Je ne sais pas ce qu'on en fait. Bien sûr. Et il y a un problème de contrôle de cet impôt, de l'utilisation de ce crédit impôt recherche. Et je prends l'exemple de cette entreprise de l'Ouest de la France qui est partie, dont le patron d'ailleurs est parti... Chez Moderna voilà. Bon. Je me pose la question, d'ailleurs je n'ai pas la réponse, mais je voudrais bien l'avoir. N'a-t-on pas réussi à garder ce talent-là en France? Voilà, oui. Pourquoi de savoir s'il n'a pas touché le crédit impôt recherche alors qu'il s'est délocalisé, ce qui serait quand même à la fois immoral et antinational. Voilà. Mais parce que vous êtes d'une naïveté. Mais c'est confondant. Franchement, on a donné à Sanofi, on a donné des centaines de millions au crédit d'impôt recherche censé booster la recherche en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus que 3 sites de recherche. Crédit impôt recherche, c'est pour justement essayer de combler nos retards et nos handicaps. Bien sûr. Je suis désolé. On a des talents français qui travaillent pour l'Europe. On pense aussi beaucoup Europe aujourd'hui, plus que France. C'est super. Et résultat, on n'a plus de chercheurs en France. Voilà. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on donne des centaines de millions en crédit impôt recherche à des entreprises qui les utilisent. Mais pourquoi on n'a plus de chercheurs en France? Parce que les entreprises aujourd'hui, comme Sanofi, préfèrent fabriquer dans des pays où la main-d'œuvre est moins chère. D'accord? Je veux dire, là, on parle pas de production, on parle de recherche. C'est 2 choses différentes. Oui, mais je parle aussi de recherche. Le paracétamol, c'est pas un chercheur. On l'a fait partie. Là, on est dans la production. Les principes actifs sont tellement peu chers que vu qu'ils ne veulent pas. Vous parlez des chercheurs. Il y a un moment où je peux finir ou pas? Ça vous dérange ou Non, je peux m'en aller, voilà. Donc je répète un peu la logique aujourd'hui. On n'est pas en meeting là. Mais non, mais la logique aujourd'hui de Sanofi, c'est quoi par rapport au paracétamol? C'est qu'ils choisissent de sélectionner en France des recherches avec des principes actifs notamment qui rapportent beaucoup d'argent. Pas que les autres en rapportent pas, mais ils en rapportent pas assez, d'accord? Et donc ces recherches avec beaucoup d'argent, il y en a. Du coup, il y a des recherches qui passent à la trappe. Alzheimer, on est en train d'abandonner en France. Vous êtes d'accord avec ça? Derrière vos beaux calculs économiques, qu'on abandonne la recherche sur Alzheimer en France. C'est ce que vous disent les chercheurs. Mais attendez, vous avez l'air si bien calé. Je vous ai jamais vu à une manifestation de chercheurs de Sanofi. C'est des communistes aussi, les chercheurs de Sanofi, qui manifestent pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'on vous dites qu'on n'a plus en France, qu'ils sont partis. Mais ils partent parce qu'ils n'ont pas le choix, monsieur. Parce qu'on supprime des centres de recherche. On va devoir s'arrêter là, malheureusement, pour cette première thématique, parce qu'il nous reste que 20 minutes pour évoquer 2 autres sujets d'actualité d'aujourd'hui, notamment les propos d'Audrey Pulvar, qui secoue la classe politique ce dimanche. La candidate du Parti socialiste au régional en Ile-de-France a réagi à la récente polémique autour des réunions en non-mixité raciale mises en place par le syndicat étudiant UNEF, dans lesquelles, selon elle, les moins concernés devraient plutôt se taire. Précision de Laura Mousset. C'est une phrase qui enflamme les réseaux sociaux et toute la classe politique, dans un contexte de polémique face aux réunions en non-mixité raciale organisées par le syndicat étudiant UNEF. Audrey Pulvar, adjointe à la maire de Paris, Anne Hidalgo, a été interrogée sur ces ateliers. Je préfère les réunions réservées à que les réunions interdites à.
avant d'élargir son propos. Si c'est un groupe de travail consacré aux discriminations dont sont l'objet les personnes noires ou métisses, quelque chose me dit que 99% des participants seront les personnes dont il est question dans l'intitulé. Si vient à cet atelier une femme blanche ou un homme blanc, il n'est pas question de le ou la jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire, d'être spectatrice ou spectateur silencieux. Face à ces déclarations, la classe politique est divisée. C'est cette gauche qui patauge dans l'islamo-gauchisme et la haine des Blancs qui aspire à présider la première région de France. Audrey Pulvar n'est pas raciste. Elle a juste compris ce qu'est un groupe de parole. Ceux qui se jettent sur elle, par contre, n'arrivent pas à cacher leur pente sexiste et discriminante. Le débat public s'effondre. Le PS va-t-il défendre sa candidate en Ile-de-France ? Audrey Pulvar est candidate au régional de juin 2021 à la tête d'une liste de gauche. William T, est-ce qu'une candidate politique devrait dire ça ? Non, les propos sont déjà pénalement répréhensibles et puis ils sont racistes. Ils sont racistes et ça montre le naufrage de la gauche. Avant, la gauche était la gauche universelle, qui se battait contre le racisme dans les années 30. Et aujourd'hui, elle s'est effondrée en expliquant pourquoi est-ce que ce serait bien de faire des réunions d'apartheid globalement, parce que ce n'est pas uniquement les propos d'Audrey Pulvar. Ils s'inscrivent dans une lignée qu'on voit globalement depuis plusieurs années, que la gauche plonge dans l'islamo-gauchisme. En quoi c'est raciste précisément ce genre de Parce qu'à partir du moment où en République, la République est une indivisible, elle ne distingue ni les opinions, la race et les opinions politiques et religieuses. Du moment où vous excluez quelqu'un d'un groupe uniquement en raison de sa couleur de peau, c'est raciste. Alors elle ne l'exclut pas, elle dit juste ils peuvent assister. Mais il devrait simplement parler, peut-être ne pas participer parce qu'il est moins concerné. Mais pour reprendre un groupe de parole, pourquoi est-ce qu'un blanc serait moins légitime à parler ou en tout cas à expliquer et à débattre sur la question du racisme qu'une autre personne ? Moi, je sais à peu près de quoi je parle. Admettons qu'il y ait du racisme anti-asiatique, ça ne me dérangerait pas qu'il y ait des blancs autour de moi. Et justement, ça permettrait de faire avancer la cause. Ce qu'elle dit Audrey Pulvar, c'est non seulement pénalement répréhensible, c'est raciste et c'est complètement débile. Je pense qu'elle est complètement disqualifiée, elle devrait arrêter, en tout cas changer de pays, en tout cas elle est anti-républicaine. Bon, ça me fait rire, quoi. Ça vous fait rire ? Pas moi. Ah, pas moi. Mais si, mais pas moi. Mais c'est comique et c'est tragique à la fois. On nous dit, monsieur, vous nous dites, alors, il ne faut pas que les réunions faut pas que les gens soient séparés en fonction de leur confession ou de leur... Vous êtes pour dissoudre l'Union des étudiants juifs de France ? Vu que c'est des étudiants juifs, vous êtes pour les dissoudre ? Moi, je pense. Non, mais attendez, oui ou non ? Non, mais les étudiants des juifs de France n'excluent pas les autres personnes dans leurs réunions. Bien sûr, c'est quand même l'Union des étudiants juifs de France. Le mouvement de libération des femmes qui faisait des réunions entre femmes. Vous êtes contre les réunions entre femmes ? C'est pas du tout pareil. Ça n'a aucun rapport. C'est pas pareil. C'est pas des Noirs et des Arabes. En fait, voilà. C'est très bien. On en revient. Non, mais c'est très bien. On en revient à l'essentiel du débat. C'est que cette polémique, c'est une polémique raciste de bout en blanc. D'abord, je vous ferai remarquer qu'il y a une autre personne, Laura Adler, qui a défendu le principe des réunions non mixtes. Elle a jamais eu ce torrent de bout. Peut-être qu'un jour, il faudra se demander pourquoi ces deux femmes noires, à la suite de la prise de parole de deux femmes noires, qu'on lance ces polémiques. Parce que moi, à côté de moi, Audrey Pulvar, c'est un bisounours, ce qu'elle dit sur les réunions. On peut revenir sur ce qu'elle précisait, Laura Adler. Elle parlait de la naissance de ces réunions non mixtes, justement, dans les années 70, pour libérer les femmes de la parole contre la domination masculine. Mais de quoi ont peur les gens ? Enfin, je veux dire, depuis quand vous avez peur ? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une maladresse d'une candidate politique qui est en campagne pour les régionales. C'est une faute politique. Mais une maladresse de quoi ? Où est le racisme ? Est-ce qu'elle ne rajoute pas de l'huile sur le feu dans ces débats très sensibles en ce moment en France sur le racialisme, sur les socialismes ? Mais attendez, elle a rien dit. Elle a rien dit elle a dit qu'on devait se taire et ne rester que spectateur. Écoutez, moi je vais vous raconter une expérience personnelle. Moi, pendant ma jeunesse, je faisais que parler, d'accord ? Et j'ai une grande bouche, même encore aujourd'hui. Ça continue. Voilà. Eh ben, imaginez avant, d'accord ? Eh bien, moi, une fois, il y a une femme que j'aimais, qui m'aimait, qui m'a dit « tais-toi quand je parle de choses que je vis, tais-toi, juste tais-toi, écoute ». Et moi, je me suis dit, on va se taire, on va essayer. Sous-entendu, tu ne comprends pas de quoi je parle, ça ne te concerne pas exactement. C'est insupportable quand vous racontez quelque chose qui peut être traumatisant pour vous. Quand une femme raconte, par exemple, une expérience sur un viol ou sur une agression sexuelle, que vous avez quelqu'un qui n'a jamais vécu ça. C'est pas du tout le sujet. Alors attendez. C'est de la bouillie pour les chats, ça. C'est de la bouillie pour les chats. Elle n'est pas disqualifiante. C'est pour ça que si on peut remplacer. Ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas qualifié pour parler uniquement parce que vous n'avez rien compris à la situation. Et vous êtes un peu gogol, c'est tout. Si, je suis désolé. Calmez-vous. Mais c'est pour ça que la personne vous dit taisez-vous. Oui, mais calmez-vous. Vous prenez sur votre expérience. La personne vous dit restons calmes, finissez tous les deux et puis on donnera la parole aux deux autres invités aussi sur ce sujet. Peut-être parler des problèmes de fond. Non, mais soyez un peu respectueux quand même. Je vous ai pas traité de gogol. Maintenant, je vous dis une chose. Non, mais vous allez me laisser finir ou pas ? D'accord ?
Parce que vous m'insultez, en plus, j'ai pas le droit de parler, c'est ça? Alors, s'il vous plaît, messieurs. Vous n'avez pas le droit de parler parce que Est-ce qu'on peut revenir au problème Monsieur de me traite de gogol, hein, voilà. Hein. Bon, tout va bien. Hein. Donc maintenant, je vais on va finir. laisser finir David Guiraud et puis évidemment, qu'on vous n'arrête pourrez pas de réagir. Oui, quand même. Donc en fait, ça ne vous dérange pas quand c'est des femmes. Ça ne vous dérange pas quand c'est des étudiants juifs. J'imagine que ça ne vous dérange pas quand la jeunesse ou catholique ouvrière, hein, les jeunes chrétiens ouvriers se rassemblent. Ça vous dérange pas. Mais vous allez interdire les messes parce qu'il y a que des catholiques qui vont à la messe. Pourquoi non, mais c'est vous qui ferez ça. Pourquoi ça vous dérange quand il est question de noirs ou d'arabes? Si ça vous dérange parce que c'est qu'il est question de noirs ou d'arabes et pas des autres, c'est que vous avez un problème avec les noirs et les arabes. Je vois pas d'autres solutions. Pardon de vous le dire. Vous avez une faculté à retourner la situation. Ouais, qui est quand même assez hallucinant. Fantastique. Oui, c'est mon côté c'est très bien. Mais globalement, ça démontre pourquoi est-ce que vous faites ça. Globalement, vous défendez les enseignants parce qu'il y a un problème avec les enseignants. Tout ce que vous faites, c'est du marketing électoral. Vous n'avez aucune vision adressée pour le pays. Vous prenez un cas problématique, vous défendez en raison de vos intérêts électoraux. Parce que globalement, la France insoumise, c'est globalement une tactique de création. Est-ce qu'on peut revenir à un problème de fond? uniquement perdu. Alors vous êtes qualifié. Alors, on va passer la parole aux autres invités. D'accord, mais il faut pas non, écoutez, on peut peut-être en placer une. Marketing. Monsieur, vous êtes sûrement très qualifié pour parler de racisme et d'antiracisme. J'ai feuilleté tout votre site, d'accord? Vous avez fait 19 pages d'articles. Alors attention, il n'y a pas un seul article sur le racisme ou l'antiracisme. Vous en avez rien à faire des réunions antiracistes. Pourquoi vous demandez à vouloir assister à des réunions à laquelle vous allez pas? On en revient au propos d'Audrey Pulvar, s'il vous plaît, pas d'attaque personnelle sur ce certificats de bons républicains. On pourrait aussi voir ce qu'a précisé Audrey Pulvar, et puis vous réagirez évidemment, messieurs, elle a précisé quand des femmes LGBTQ+ se réunissent pour discuter, je suis hétérosexuelle, je participe à ce type de réunion, mais je ferme ma bouche, c'est ce qu'elle explique pour justifier ses propos. Est-ce qu'elle a raison de le faire, messieurs? Non, je vous en prie. C'est affligeant. Non, mais moi j'ai essayé d'être plus court et moins bouilli pour l'échec que ce qu'on vient d'entendre. S'il n'y avait que Audrey Pulvar aujourd'hui, on dirait que c'est une maladresse, une forme d'incompétence, très bien, politique, parfait. Mais c'est que c'est une position de fond qui s'ajoute à d'autres. Il y a eu l'affaire de Grenoble, il y a eu l'affaire dans les universités, il y a eu un certain nombre de prises de position, y compris de déclarations que je regrette du leader de la France insoumise sur cette position-là, qui, moi, me choque beaucoup. Parce que, et moi, je suis... Qu'est-ce qui vous gêne le plus, alors? Je vais vous le dire. Je suis socialiste, je suis de gauche, et pour moi, la gauche, c'est l'universalisme. Depuis le début, c'est l'ADN de la gauche. C'est le siècle des Lumières, c'est Jaurès. Enfin, je veux dire que c'est la conception que nous avons du monde, qui a d'ailleurs été le meilleur argument contre l'extrême droite et le nationalisme, qui a fait tant de dégâts dans l'histoire. Or, je vois qu'une partie de la gauche, je le regrette profondément, et ça me blesse profondément, tourne le dos à ces valeurs-là, pour des raisons qui sont des raisons souvent électoralistes, avec une mauvaise conception d'ailleurs de ce qui serait un nouveau prolétariat qui n'existe pas. Et je pense que là, il y a un danger profond pour la République. Alors c'est une stratégie. Et quand j'ai entendu certains discours au moment du débat sur la loi confortant les principes républicains, que si j'avais été encore député, j'aurais voté des deux mains, je me dis qu'il y a là un danger pour la République. Et voilà pourquoi ce n'est pas anodin ce qui a été dit aujourd'hui. Ce n'est pas une maladresse alors. Ce n'est pas une maladresse, C'est pire qu'une maladresse, c'est une stratégie. Ouais. Vous regardez Terra Nova, vous savez, qui est le think tank du Parti socialiste ou de la gauche depuis un certain nombre d'années. Ils ont théorisé cela. Et vous l'avez évoqué, c'est-à-dire qu'en gros, la gauche française a perdu l'électorat ouvrier, qui aujourd'hui, pour une grande majorité d'entre eux, malheureusement, moi je le regrette à titre personnel, vote pour le Rassemblement national, notamment dans les territoires périphériques. Et donc il faut un nouvel électorat, un nouveau électorat, on va dire, victimisé, exploité, et donc c'est ciblé dans la stratégie Terra Nova. C'est l'électorat immigré qui est clairement ciblé comme la nouvelle cible électorale. D'où ce type de comportement qu'on trouve avec Audrey Pulvar. C'est comme un paradoxe terrible. On dénonce le racisme et on racialise tout. On dénonce je dirais, la caractérisation des uns selon leurs origines et on parle que de couleur de peau. Ça me rappelle aussi le président de la République.
Emmanuel Macron, qui refusait à un mâle blanc, souvenez-vous, de pouvoir parler des banlieues, comme s'il n'y avait pas des blancs qui habitaient en banlieue, et comme si un blanc n'avait pas quelque chose d'intéressant à dire sur la banlieue. Bref, c'est une dérive de la gauche qui est terrible. La République, la France, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, quelle que soit, je dirais, sa religion, on doit être français, on doit appartenir à une seule communauté nationale, qui est la France. C'est le plébiscite de tous les jours, comme le disait Renan, quelle que soit sa couleur de peau. Et quand on est blanc ou noir, on a le droit de parler, on ne doit pas se taire. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout ce que ça ne veut rien dire. C'est 200 ans de République. Écoutez, ça ne vous gêne pas que dans certains sondages, une partie de l'électorat qui a voté au premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, que j'aime beaucoup, parce que j'ai travaillé avec lui quand il était ministre du gouvernement Jospin. C'était un vrai social-démocrate. Mais il a dérivé. Ça ne vous gêne pas qu'une grande partie de cet électorat-là puisse envisager de voter pour l'extrême droite au second tour? Non, mais moi, ça me gêne. Parce que ça veut dire que vous avez un peu les mêmes arguments et le même vocabulaire. Et ça me gêne beaucoup. Je vais vous répondre. Vous savez ce qui menace la République, pour moi? C'est les gens que vous avez soutenus, les François Hollande, les Manuel Valls. Parce que quand ils étaient au pouvoir, ils ont parlé des Blancs des campagnes, ils les ont démolis. Quand ils ont parlé des ouvriers, ils les ont démolis. D'accord? Vous, votre responsabilité politique, c'est que vous avez démoli tous les ouvriers, toutes les classes laborieuses de ce pays, noirs, blancs, asiatiques, tout ce que vous voulez, d'accord? Et vous venez me faire des leçons à moi. À moi, on vient me faire des leçons de il faut défendre la République, l'universalisme, les ouvriers. Vous avez défendu quoi? Le Parti Socialiste, François Hollande. 6,5% aux dernières présidentielles. Vous aviez les régions, les départements, le pays, l'Union européenne. Vous avez tout perdu en 5 ans. D'accord? Et à moi, on vient me faire des leçons. Et vous citez le rapport Terra Nova. C'est un rapport du Parti Socialiste, pas de la France Insoumise. D'accord? Nous, on défend tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais par contre, je vais vous dire. Il vaut mieux perdre une élection que ses valeurs. Oui, tiens, vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez toqué à la porte de tous les gens de droite. Et je vais vous dire, le MJS et même l'UNEF, c'est le même combat. Et on reste calme pour les 9 dernières minutes de l'émission, s'il vous plaît. Mais il y a un moment aussi, il faut respecter les gens. Il faut respecter la dignité des gens. Ces débats-là, alors qu'on est en train de vivre la crise économique la plus grave depuis la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Ils sont indignes, d'accord? On n'est pas obligé de réagir. On n'est pas obligé de commenter. On n'est pas obligé de faire de la réclame. Là, c'est un problème de parler. Là, c'est un problème de Je pense que c'est pas un sujet national. Mais regardez Claude Barthelone. Alors on va enchaîner. Regardez Monsieur Guimond. On va enchaîner sur regardez les dernières minutes. Claude Barthelone dans la campagne a fait exactement la même stratégie. Et c'est bien une stratégie. Face à Valérie Pécresse, il a parlé de la Cato avec le serre-tête pour justement essayer de liguer les uns contre les autres. Donc c'est une stratégie de la gauche. Alors là, si vous parlez tous en même temps, on n'entend aucun de vous. Si on pouvait rester au niveau des principes républicains et de sa défense, je pense que ça serait pas mal. Défendez les ouvriers déjà. On va changer de sujet en espérant que ça apaise les esprits. C'est important ce qui se passe. Ah oui, mais d'accord, mais on parle climat un petit peu quand même. Oui, je suis pour, mais il y a quand même quelque chose qui se passe dans ce pays. C'est qu'à chaque fois que l'extrême droite lance une polémique, on se prend tous à la relayer, à devoir se ou à devoir commenter. On parle de tous les sujets qui font réagir dans ce pays. Eh ben, je vous dis que c'est une erreur. D'accord? Il y a des sujets, honnêtement, donc il y aurait des sujets le tabous. fait que l'UNEF ait fait 2 réunions en non-mixité, soi-disant, pendant 1 an, je suis désolé, par rapport à la galère des étudiants, par rapport à la crise économique qu'on on a parlé, ce sont des sujets qui ont pris moins de place. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai fait parce qu'ils sont symptomatiques d'une dérive de la gauche. J'ai parlé, par exemple, d'une chose qui s'appelle le handicap. D'accord? Parce que pendant que vous blablatez sur les réunions non mixtes, le handicap, c'est la première source de discrimination. On parle pas de tous les sujets à tous les moments en même temps, mais on en parle. Oui, mais non, on en parle très peu. On vous réinvitera pour en parler. Aucun souci. Voilà. Il nous reste 7 minutes pour évoquer les thématiques du climat. Pour la Terre, il n'y aura pas de vaccin. C'est l'un des slogans aperçus dans ces marches un peu partout en France aujourd'hui. Des gens qui manifestaient en faveur du climat, car à partir de demain, les parlementaires commencent à examiner le projet de loi du même nom, un texte né du travail mené par la Convention citoyenne pour le climat, qui a été, selon les manifestants, entièrement vidé de ses propositions. On écoute quelques-uns de ces manifestants et on en parle rapidement sur le plateau. Toutes les instances montrent et tous les scientifiques disent que le projet proposé par le gouvernement il n'est pas suffisant. Il ne permettrait pas d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et donc voilà, c'est important qu'on soit très nombreux aujourd'hui, que la société civile montre qu'elle se mobilise et qu'elle fasse pression sur les députés qui vont discuter de la loi à partir de demain. Il est temps d'agir parce que l'inaction c'est un crime contre les générations futures. Et si on ne fait rien, c'est les générations de demain, nos enfants de demain qui vont en payer le prix et le prix très fort. Voilà des manifestants qui crient à l'arnaque du siècle, cette convention citoyenne sur le climat. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut la résumer?
Non, il faut qu'on avance ensemble sur la question du climat, c'est un sujet essentiel. Alors moi je parlerai plutôt en tant que maire, mais c'est vrai que dans nos collectivités locales, les maires, les élus locaux, ils avancent très concrètement, très loin des polémiques ou des idéologies, vous savez, qui donnent des œillères et qui mène à ce type d'affrontement. On avance sur l'électrique, on avance sur les normes environnementales les plus strictes dans les écoquartiers, on avance sur le bio, alors même si, sur les circuits courts, les circuits de proximité, sur tous ces sujets-là, c'est du concret. Et l'écologie, ça doit nous rassembler et surtout pas, vous savez, cette couleur pastèque, c'est-à-dire rouge à l'intérieur et vert à l'extérieur. Sauf que le président de la République s'était fortement engagé pour cette cause auprès de la Convention citoyenne et que 149 propositions ont été faites. Il en reste 46 dans le texte qui sera présenté demain à l'Assemblée nationale. Certains s'estiment déçus. On verra le débat parlementaire, puisqu'il commence demain dans l'hémicycle. Moi, ce qui me préoccupe autant que le climat, mais qui est le vrai sujet, qui est un sujet de fond, bien entendu. L'objet, c'est de réduire les gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Bien sûr, c'est comment ces propositions et les nécessaires évolutions économiques et sociales pour arriver justement à défendre le climat, vont être acceptés par la population. C'est-à-dire comment on va socialement les accompagner. N'oublions pas que... écologie sociale aussi. Oui, une écologie qui ne soit pas une écologie de prolo, comme dirait mon collègue d'en face, là, et non pas une écologie de bobo. Non, mais c'est juste qu'Emmanuel Macron avait fait une promesse. C'était retransmettre toutes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat sans filtre aux députés. Oui. Alors il se réservait 3 jokers, il avait dit, pas plus de 3. Pourquoi pas 7 ou 8 aussi non, mais c'est une blague. Il reste plus que 20% en réalité du texte initial, donc je ne sais pas où il les a mis ces 3 jokers. Il y a dû en avoir plus de 3 à mon avis. Donc non, il y a un problème. Aujourd'hui, on a une urgence. C'est qu'on est en train de vivre une situation où ce qu'on va laisser aux générations futures, la mienne en l'occurrence, notamment, je suis concerné, donc ça me préoccupe un peu. C'est tous concernés, David. Un univers vivable, d'accord ? Un environnement vivable. On ne demande pas des mille et des cents, juste de pouvoir vivre dans cette planète sans que ça soit dans des conditions extrêmement difficiles, avec des phénomènes tels que la montée des eaux, avec des phénomènes tels que le réchauffement climatique. Et la France doit s'engager. Et c'est possible. Et en plus, là-dedans, non seulement c'est possible, mais un grand plan de relance écologique, ça créerait des centaines de milliers d'emplois. Rien que... Et pour des objectifs nobles. Si, par exemple, vous faites les cantines bio pour tous vos enfants, c'est-à-dire que nos enfants puissent bien manger. Et en plus, quand on mange bien, on est meilleur à l'école. C'est scientifiquement prouvé. Il y a plus de vitamines. Quand l'école est ouverte. Quand la classe est ouverte. Vous avez bien raison de le rappeler. Mais quand on mange bien, c'est une bonne chose. Mais par contre, il faut recruter 300 000 agriculteurs de plus. Donc voilà, c'est des filières d'emploi. Mais il faut bien les payer, ces agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs qui se suisuent. Donc vous voyez, cette manière de remettre au centre l'écologie. Ça ne se recrute pas. Normalement, un agriculteur, ils sont quasiment chefs d'une exploitation agricole. Il faut donner envie aux jeunes. Voilà, il faut donner envie. Il faut surtout acheter leur production au prix digne. Voilà. Mais c'est pas, on n'est pas dans un état où on recrute nos agriculteurs. C'est pas un état dirigiste du RSS des années 60-70. Non, globalement, il n'y a que votre cravate qui est rouge. En tout cas, c'est pas comme vous. Tout est rouge de battant. De la tête aux pieds. Sur la question de l'écologie. Je pense que le climat mérite mieux que ce genre de... Que le climat du plateau de ce soir. Sur la question de l'écologie, je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Pour l'instant, la Convention citoyenne, c'est une écologie de bobo. C'est pas une écologie qui profite à tous les citoyens. On veut globalement, et on retombe dans les mêmes travers que lors de la crise des Gilets jaunes, on veut punir les citoyens qui se comporteraient mal en inventant je ne sais pas combien de nouvelles taxes, des comportements en disant toi tu vas vivre comme ça parce que c'est pas bien pour la planète. Mais globalement, il faut rappeler les chiffres. En France, la France est responsable de moins d'1% des émissions de gaz à effet de serre grâce au nucléaire. Les nucléaires que le gouvernement dont veut supprimer les centrales et dont les Verts aussi veulent globalement arrêter. Alors que c'est sauf qu'on s'était engagé, on s'engage, la France s'est engagée à réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut conserver le nucléaire. Là où vous avez raison, c'est que globalement, les autres pays, États-Unis et Chine, parce qu'actuellement, on n'a pas la technologie et la maturité suffisante pour pouvoir décarboner complètement notre énergie, c'est d'investir en faisant un grand plan d'investissement. Pas un grand plan de dépenses, mais un grand plan d'investissement. C'est ce qu'a fait Joe Biden et c'est ce que fait Xi Jinping en Chine. Il faut sélectionner certains secteurs, pousser la recherche et accompagner l'économie le temps qu'on soit mature technologiquement. Pour l'instant, nous ne sommes pas en capacité de décarboner notre économie et tout ce qu'on ferait, c'est privilégier le plaisir de quelques Parisiens au profit de la population française en les paupérisant. En tout cas, s'il y a un point sur lequel on devrait construire un consensus, là aussi républicain, c'est bien celui
de l'écologie et de la défense pour le climat. Parce que c'est les générations futures, c'est le problème majeur. Et je répète, il ne s'agit pas d'avoir des pétitions de principe. Il faut il n'y a qu'à, ça c'est des arguments de meeting, ça. Mais de savoir comment on accompagne socialement, économiquement, ces transitions qui vont être longues et forcément difficiles, mais nécessaires. On se quittera là-dessus et sur un message d'espoir en espérant que cet examen qui commence demain à l'Assemblée nationale porte ses fruits, même si ce n'est que 20% des propositions qui avaient été émises par ces personnes tirées au sort. Merci à tous les cas d'avoir participé activement au débat de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, l'édition de la nuit présentée par Florence O'Kelly. Elle revient notamment sur la situation sanitaire critique en France et notamment en Ile-de-France. Témoin de cette dégradation, le lycée de Drancy dans lequel 20% des classes ne vont pas rouvrir demain lundi pour cause de cas positifs ou Covid. Édition de la nuit à suivre. Je vous retrouve moi samedi prochain aux alentours de 22h sur CNews. Bonne semaine à tous.